Bonjour à tous. D'ordinaire, quand on évoque une époque historique, il y a cette tendance presque irrésistible en fait à vouloir la figer dans une image hyper simple et définitive. Ouais, une image d'Épinal, quoi. Exactement. Et si on prend l'exemple de la Renaissance, l'esprit convoque tout de suite la perfection géométrique des carnets de Léonard de Vinci ou la blancheur immaculée des statues de Michel-Ange. C'est le triomphe de la raison, le réveil de l'humanité. C'est ça, la sortie des ténèbres. Sauf que c'est une mythologie visuelle. Une mythologie très puissante, hein. Et elle a la vie dure parce qu'elle est hyper rassurante. C'est toujours plus confortable de concevoir l'histoire comme une ligne bien droite. Qui irait de l'ignorance vers la lumière. Voilà. Mais cette idée d'une époque dorée, c'est une construction, voire une grosse illusion d'optique. Et c'est justement ce qui saute aux yeux quand on se plonge dans la documentation d'aujourd'hui. Je suis ravie de vous embarquer dans cette nouvelle exploration. Au menu, on a une montagne de notes préparatoires au concours du CAPES d'histoire, croisées avec des extraits de manuels universitaires. Un corpus vraiment dense. Ah oui, très dense. L'objectif de notre plongée dans ces documents, c'est de disséquer la période qui va, en gros, du milieu du XVe siècle au début du XVIIe. Et la mission, c'est d'explorer les ombres et les lumières de cette époque. Parce que dès qu'on gratte le vernis de cette fameuse statue de marbre blanc, on s'aperçoit qu'elle est couverte de taches. Ouais, des taches d'encre laissées par les imprimeurs, certes, mais aussi de vastes traînées de sang. Exactement. C'est une ère de fulgurances intellectuelles inouïes, mais qui a, dans le même souffle, engendré des guerres civiles d'une violence inédite et des tragédies coloniales mondiales. Du coup, comment on aborde ça sans s'y perdre? La clé pour aborder cette époque, ce que les historiens appellent la première modernité, c'est d'accepter sa nature un peu schizophrénique. C'est-à-dire? En gros, chronologiquement, elle est scindée en deux. La première moitié, c'est ce qu'on appelle le beau XVIe siècle. Un vrai rebond vital. L'Europe pense sans fin ses plaies après la peste noire et la guerre de Cent Ans. La démographie repart, l'économie prospère, quoi. Voilà, c'est un printemps. Mais un printemps qui dure pas. La seconde moitié du siècle bascule dans un automne sanglant, vraiment dominé par les persécutions et l'effondrement d'unité spirituelle. Ok, décortiquons un peu tout ça. Pour comprendre comment cette fameuse lumière a pu naître, faut d'abord regarder ce qu'elle cherchait à fuir à tout prix. Son repoussoir absolu. C'est ça, son ennemi intime, le Moyen Âge. Les élites intellectuelles de l'époque, les humanistes, voulaient vraiment rompre avec les 1000 ans précédents. Ils ont d'ailleurs inventé eux-mêmes le terme de Moyen Âge. C'est fou de se dire ça. Juste pour rabaisser cette période au rang de transition obscure, un truc gothique presque barbare. Leur mot d'ordre absolu, c'est ad fontes. Le retour aux sources. Ouais, le retour à la pureté de la culture gréco-romaine antique. Et le laboratoire de cette obsession, ça pouvait être que l'Italie en fait. Le passé romain là-bas, c'est pas une idée abstraite, ça affleure physiquement sous leurs pieds. On déterre des statues, on étudie le Panthéon. Exactement. Et surtout, il y a une vraie volonté politique et financière derrière. Les papes eux-mêmes protègent ces vestiges. Et des dynasties de banquiers comme les fameux Médicis à Florence, Ah, les Médicis. ouais, ils investissent des fortunes colossales dans le mécénat pour lier leur propre image à cette redécouverte. Sauf que ce retour aux sources, c'est pas du tout une simple lubie esthétique. Les sources montrent que c'est un outil politique redoutable. Il y a cette anecdote fascinante en 1440. L'affaire Lorenzo Valla, C'est ça, un érudit qui s'attaque à la donation de Constantin. C'était genre le document fondamental sur lequel la papauté s'appuyait pour justifier son pouvoir politique sur l'Occident. le texte affirmait que l'empereur romain, Constantin, avait légué le pouvoir au pape au IVe siècle. Et Valla prouve que c'est un faux complet. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la méthode de Valla. Il n'utilise pas la théologie pour contredire le pape. Il utilise la philologie. Donc l'étude de l'évolution de la langue. Exactement. En analysant le latin du document, il démontre que le vocabulaire et la grammaire datent du 8e siècle, pas du 4e. C'est génial. Il y trouve des mots comme fief qui n'existaient juste pas sous l'Empire romain. C'est l'équivalent moderne de trouver une prétendue lettre de Napoléon qui mentionnerait un logiciel informatique. C'est tellement brillant. Et cette démarche de tout remettre en question, ça s'étend aussi à la définition de ce qu'est un être humain. En 1486, il y a Jean Pic de la Mirandole qui écrit un texte fondateur. Sur la dignité de l'homme, oui. Ouais, il décrit un Dieu qui s'adresse à l'humain et qui lui dit en gros « Je t'ai donné aucune place fixe. C'est à toi, par ton libre arbitre, de te sculpter toi-même. » L'homme devient son propre architecte. C'est un bouleversement philosophique. Totalement. En lisant ça, j'ai eu l'impression que la Renaissance, c'est un peu un adolescent en pleine crise de rébellion contre ses parents médiévaux, qui crie sur tous les toits qu'il a tout réinventé tout seul. Alors,
C'est une image très séduisante, ce côté crise d'adolescence. Mais je suis certain que c'est un peu trop indulgent pour les humanistes. Ah bon? Ouais, Pourquoi? c'était pas juste un coup de sang hormonal. C'était une opération de démolition institutionnelle ultra calculée. Affirmer que le Moyen-Âge était ignorant, c'était un mensonge éhonté. C'est vrai que les lettrés médiévaux lisaient Cicéron, maîtrisaient Aristote. Bien sûr, il y a une continuité historique évidente, mais les penseurs de la Renaissance ont fabriqué ce mythe des ténèbres pour se présenter en sauveur exclusif. Je vois le genre. Savoir traduire les textes originaux en grec pur et écarter les traductions latines des moines, c'était surtout arracher le monopole du savoir des mains de l'Église. C'est une arme intellectuelle. D'accord, donc c'est hyper stratégique. Et cette volonté farouche d'observer par soi-même, c'est ce qui déclenche la fameuse révolution de l'œil et du scalpel. D'abord dans l'art, le statut de l'artiste change complètement, non? Ah, du tout au tout. L'artiste, c'est plus le simple artisan anonyme d'une corporation médiévale. Ça devient un créateur polyvalent, financé par le mécénat, qui mêle l'art et la science. C'est ça qui est dingue. La beauté devient mathématique. Exactement. La perspective mathématique, mise au point par Brunelleschi, c'est pas juste une astuce pour faire joli, c'est une méthode stricte pour rationaliser l'espace. Et si on combine ça avec la peinture à l'huile, inventée vers 1434 dans les Flandres par Van Eyck, On obtient un outil révolutionnaire pour capturer la réalité avec des détails microscopiques. Le clair-obscur, le sfumato de De Vinci. le niveau de détail devient vraiment chirurgical. Il y a ce tableau vertigineux de 1533 qui revient en boucle dans nos sources, Ouais. Les ambassadeurs de Hans Holbein. Ah oui, une œuvre magistrale. Je suis fascinée par ce tableau. À première vue, c'est l'apogée de l'arrogance humaniste. Deux diplomates avec plein d'instruments scientifiques qui incarnent le quadrivium. L'astronomie, la géométrie. Ouais, des cadrans solaires, un luth, le contrôle total de l'homme. Mais au premier plan, il y a cette tache oblique, un peu grotesque. La lamorphose. C'est ça. Si on regarde le tableau d'un certain angle, la perspective se corrige et la tache devient un crâne humain parfait. Un memento mori. Un rappel implacable. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce crâne montre bien les fissures de l'époque. La rationalité naissante cohabite avec des angoisses existentielles profondes. Mais du coup, j'ai une question. Dans les manuels, on parle de révolution scientifique avec l'année 1543. Copernic et son héliocentrisme, Vézal et l'anatomie. Mais est-ce que c'est vraiment une révolution si ces gars-là croyaient encore à l'astrologie? Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que le mot révolution est en fait un peu anachronique pour le XVIe siècle. Ah, on survend le truc? Un peu. La vraie révolution achevée, ce sera au XVIIe siècle avec Descartes ou Galilée. Pour l'instant, c'est plutôt une progression empirique. Les frontières entre astronomie et astrologie sont encore floues. C'est l'aube de la science, en gros. C'est ça. Mais prenons Vézal, par exemple. Avant lui, un cours d'anatomie, c'était un prof assis en hauteur qui lisait l'ancien médecin grec Galien pendant qu'un barbier découpait un cadavre au plus bas. Et si le corps correspondait pas au livre? On disait que le corps était défectueux. La rupture de Vézal, c'est de prendre le scalpel lui-même lors de dissections publiques. Il a prouvé que Galien n'avait disséqué que des singes ou des porcs, pas des humains. Incroyable. Et pour que ces idées empiriques enflamment l'Europe entière, il a fallu une vraie technologie de rupture. L'imprimerie. L'invention de Gutenberg à Mayence vers 1454. C'est fou quand on regarde les chiffres. Gutenberg combine le pressoir à vin, une encre grasse et des caractères mobiles en plomb. Et ça change tout. On passe de manuscrits copiés à la main pendant des mois par des moines à une production industrielle. Plus de 200 millions de livres imprimés au cours du XVIe siècle. 200 millions? En fait, ça me fait penser à l'Internet de l'époque. L'Internet de l'époque. Bah oui, c'est l'outil qui permet aux idées de devenir virales. Avant, l'institution détenait le code source du savoir. Et là, boum, tout passe en open source. C'est ce qui crée la République des lettres, avec des gars comme Erasme. Ou la création du Collège des lecteurs royaux par François Ier en 1530, l'ancêtre du Collège de France pour contourner la censure de la Sorbonne. Exactement. L'analogie est très bonne, mais attention, cette technologie merveilleuse, c'est aussi un accélérateur de crise. L'imprimé diffuse de savoir, certes, mais il diffuse aussi la révolte. Et on arrive dans la grande zone d'ombre de notre exploration, parce que cette technologie arrive dans une Europe carrément traumatisée, non? Très traumatisé. Les gens vivent dans l'ombre de la mort. La peste noire a laissé des traces psychologiques énormes. Les guerres s'enchaînent. Les sources parlent des danses macabres peintes sur les murs des cimetières. Oui, l'angoisse absolue de l'époque, c'est le salut de l'âme. Les flammes de l'enfer, le purgatoire.
Et la réponse de l'Église face à cette terreur, c'est de monétiser la peur avec les indulgences. La dérive totale. On vendait les certificats officiels pour raccourcir le temps de souffrance d'un défunt au purgatoire. Tout ça pour financer la basilique Saint-Pierre de Rome. Littéralement. Les prédicateurs disaient « Sitôt que la pièce résonne dans le coffre, l'âme s'envole vers le ciel ». Mais c'est une arnaque monumentale! Pas étonnant qu'en 1517, Martin Luther tape du poing sur la table avec ses 95 thèses. Luther déclenche un séisme théologique. Son idée centrale, c'est sola fide, le salut par la foi seule. On n'achète pas Dieu. Et grâce à l'imprimerie, ses textes et sa traduction de la Bible en allemand deviennent viraux. Les gens ont un accès direct aux Écritures. Sans passer par l'institution. C'est l'éclatement de la chrétienté. Il y a Jean Calvin à Genève avec sa doctrine hyper rigide de la prédestination. Les anabaptistes aussi, qui refusent le pouvoir de l'État. Et l'Église catholique qui réplique avec la contre-réforme. Le Concile de Trente, la création des Jésuites par Ignace de Loyola, et l'art baroque bien sûr. L'art baroque, hein. C'était politique. Ah, complètement. Face à l'austérité protestante, Rome utilise le baroque pour éblouir, émouvoir, submerger les fidèles d'or et de lumière. Mais la religion a toujours été très politique, non? Pourquoi cette réforme précise dégénère en guerre civile d'une violence inouïe? Genre le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est le nœud du problème. La réforme introduit l'idée de liberté de conscience. Les fidèles s'autorisent désormais à désobéir au pouvoir politique, leur seigneur ou leur roi, si celui-ci n'a pas la même confession qu'eux. Ah, ça casse l'ordre social médiéval. Totalement. L'État et l'identité religieuse fusionnent. La religion devient le test de la loyauté politique. Et la seule solution qu'il trouve, c'est la paix d'Augsbourg en 1555, le principe cuius regio eius religio. Tel prince, telle religion. D'une brutalité glaciale, le prince choisit et les sujets obéissent ou s'exilent. Et pendant que l'Europe s'entre-déchire de l'intérieur, elle s'étend frénétiquement vers l'extérieur. C'est l'ombre mondiale de la Renaissance, la première mondialisation. Tout part d'un blocage géopolitique à l'Est. En 1453, l'Empire ottoman fait chuter Constantinople. Donc les Européens sont coincés et ils n'ont plus accès aux routes de la soie. Voilà, ils sont forcés de regarder vers l'immensité de l'Atlantique. Et en 1494, avec le traité de Tordesillas, les Espagnols et les Portugais se divisent littéralement le monde. Sur une simple ligne imaginaire validée par le pape. Mais c'est sur le terrain que c'est une horreur absolue. Les notes du CAPES sont sans appel sur la mine d'argent de Potosi, découverte en 1545. Dans l'actuelle Bolivie, oui. Les Espagnols mettent en place la mita, un système de travail forcé. Le bilan est effroyable. On parle de la disparition de 90% des Amérindiens au XVIe siècle, entre le travail forcé, les massacres et les maladies. Sans compter le système des encomiendas. Et bien sûr, la naissance de la traite triangulaire et de l'esclavage à grande échelle pour compenser le manque de main-d'œuvre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, d'un point de vue philosophique. Comment on peut vivre avec un tel paradoxe? Lequel? Comment les esprits qui viennent d'écrire sur la dignité humaine, le libre arbitre comme Pic de la Mirandole, peuvent être les mêmes qui rationalisent un génocide et l'esclavage de masse. C'est vertigineux. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, ça illustre parfaitement la notion d'eurocentrisme. C'est-à-dire qu'ils pensaient l'homme qu'à travers le prisme européen. Exactement. L'humanisme était conçu pour un homme lettré, chrétien. La découverte de l'autre ne s'est pas accompagnée d'un élargissement philosophique, mais d'une volonté de domination. Mais il n'y a pas eu des débats là-dessus, je pense à la controverse de Valladolid en 1550. Si, bien sûr. Le moine Las Casas a défendu l'humanité des indigènes face à Sepulveda qui justifiait la conquête. Mais même pour Las Casas, le but final restait de les assimiler et de les convertir au christianisme. Donc l'ouverture géographique s'accompagne d'une fermeture morale. Au terme de cette exploration, on voit bien que la Renaissance, c'est pas une simple transition tranquille entre les châteaux forts et les Lumières. Loin de là. C'est une période de séisme, une révolution intellectuelle, le triomphe artistique, mais aussi la destruction d'un monde spirituel uni et l'anéantissement de peuples lointains. Ça pose vraiment les bases de notre monde moderne. Et pour clore notre analyse, il y a une réflexion frappante qui émerge de nos sources. Je t'écoute. Les humanistes du XVIe siècle se sont passionnés pour la traduction et la compréhension ultra fine des auteurs antiques morts depuis 1500 ans. Les fameux Romains et Grecs. Voilà. Et pourtant, face aux cultures vivantes et inédites qu'ils découvraient de l'autre côté de l'océan, ils ont été largement incapables de les traduire ou de les comprendre sans chercher à les détruire. Waouh! L'histoire a montré qu'il est souvent bien plus aisé de comprendre les mots figés des morts que de faire l'effort d'entendre la voix radicalement différente des vivants. Un défi toujours d'actualité.
C'est une pensée incroyable pour terminer. Ça rappelle à notre auditoire l'importance de garder un œil ouvert et critique sur l'histoire et de ne jamais se contenter de la surface polie du marbre. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des sources et à très bientôt pour décrypter ensemble une nouvelle époque.